Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, et nous revoilà donc avec mes chers compères Géry Gitani et Laurent Cuvier. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut Benoît, très bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, vous n'étiez pas avec nous lors de la dernière émission, et cette fois-ci c'est Olivier qui n'est pas avec nous, voilà, comme quoi chacun son tour, hein. On libère les chaises. Néanmoins, nous avons un autre invité avec nous ce soir, enfin, depuis le temps qu'on l'attend dans cette émission. On sait qu'il réalise un peu son rêve quelque part, hein, un rêve d'enfant. Alexandre Bedet, d'Excellence Rhum. Alexandre, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir depuis le temps que je vous écoute en train de faire du footing. Ça fait 4 ans de faire du footing. Ça fait 4 ans de footing. À vous écouter le dimanche. J'ai des courbatures un dimanche sur 2 à vous écouter. Et là, je suis ravi de participer. Voilà. Après quelques petites déboires de connexion, mais tout va bien. Absolument. Tout va bien. Alors, tu es avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne 3 personnes sur 4 dans ce contexte, mais qui toi surtout te concerne. C'est bien évidemment Cuba, parce qu'on a une actualité par rapport à ça, et je pense qu'on va pouvoir développer ça durant toute cette émission. Mais avant d'aller sur ce sujet, on va d'abord donner la parole à Laurent, qui lui va nous développer les news de la semaine. Laurent, c'est à toi. Eh ben oui, il y en a quelques-unes. Alors, on va commencer par un petit Ferroni, parce que la dernière fois, je vous en ai pas parlé, ce qui est assez étrange, parce que normalement, je vous parle toutes les 2 semaines de Ferroni. Donc, la maison d'Aubagne annonce la sortie d'Ambre Noir, qui est, on connaissait l'ambré classique. Et ben, cette fois-ci, c'est une version un peu plus âgée, et puis avec 7% de plus. Donc, un peu plus, je l'avais goûté, c'est vrai que c'est un peu plus complexe, un peu plus long, c'est pas mal. Swell de Spirits, alors là il nous réserve pas mal de rhum cette année dans des styles bien différents, et on commence avec le premier agricole de l'embouteilleur, un Biel 2015 embouteillé à 52,6%, et ce 8 ans on a passé 7 sur l'île à Marie-Galante. Mika continue avec un Weird West Indies Rum Distillery de 1996, un 100% pot still. 7 ans à la Barbade, le reste en Écosse. Et puis pour finir, et pour fêter l'anniversaire des 2 ans de Swell, c'est Hamden qui est présenté avec un H de 9 ans qui aura bénéficié d'un finish dans un ex-fût de New Yarmouth de la marque. Le tout à 66,3%. Les Danois de Rhum de luxe présentent 3 Demerara âgés de 18 à 20 ans. On a au programme un Versailles, un Oudvloert et un Enmore qui sont tous bruts de fût, avec des profils aussi assez différents qui donnent une fois de plus l'éventail des possibilités de DDL. On passe en Jamaïque avec la distillerie Worthy Park qui propose 2 nouvelles références, un 10 ans finish Calvados à 45% et un 11 ans finish Cognac avec 10% de plus, donc 10 points de plus à 55%. Et pour finir, une carafe anniversaire avec Santiago de Cuba. Vous voyez le petit lien avec la suite de l'émission. Le gars, il en a dans la calebasse, qui sort une bouteille, ou plutôt une carafe donc en forme de diamant, qui renferme un assemblage de rhum allant jusqu'à 50 ans. Et donc, j'ai mentionné carafe anniversaire, mais quel anniversaire me demanderez-vous ? Eh bien, c'est celui des 500 ans de la ville de Santiago de Cuba. Seulement 100 exemplaires dans le monde, dont une petite vingtaine en France. Et voilà. Très bien. 500 ans quand même, c'est pas mal. Et je pense qu'un rhum de 50 ans... Alors, il y a eu très peu de rhum de 50 ans dans l'histoire, je pense, jusqu'à maintenant. Un assemblage qui va jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans, ouais. D'accord. Okay. Ouais. Et est-ce qu'on a une idée du prix ? Ouais. Est-ce que tu as une idée du prix, surtout ? Bien sûr, cher. Merci pour ça. Avec plaisir, Alexandre. Alexandre, tu as peut-être une idée du prix, toi ?
Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, Pas d'accord, pas tout à encore. fait. En partie, Ah. donc. C'est ça. Je ne sais pas encore. Alors Très attendez, bien. allez-y, je cherche voir si j'ai l'information. Allez-y, allez-y. Quoi, Oui, tu dois pouvoir la trouver. quoi Eh qu'il bien en non. soit, donc, on parle de Cuba, bien évidemment. Et pourquoi est-ce qu'Alexandre est avec nous aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que il y a un anniversaire commun cette année, qui est celui de la confrérie du Rhum et d'Excellence Rhum, qui fête tous les deux leur 10e anniversaire. Et à cette occasion-là, il y a, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux ou dans des articles de blog ou de reporters ces dernières semaines, une cuvée qui va sortir avec la fameuse marque, maintenant fameuse marque Eminente, propriété d'LVMH, donc pour ceux qui l'auraient éventuellement raté. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, la genèse de ce projet, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que tu t'en souviens Alors, déjà? Est-ce que tu t'en souviens? alors, j'ai quelques fragments de l'histoire. Ah bah pareil, juste des fragments. Voilà, ça remonte un petit peu. Je crois que c'était à l'issue d'une discussion qu'on a pu avoir ensemble, Benoît, sur justement, on évoquait de notre côté les cuvées, ou du moins les maisons avec qui on avait un affect particulier sur, du moins pour peut-être embouteiller ou faire quelque chose ensemble, et notamment pour nos anniversaires. Et du coup, on a évoqué Eminente. Mhm. On a évoqué Eminente chacun de notre côté, et puis on a évoqué aussi notre anniversaire finalement, et on s'est dit que pourquoi faire notre anniversaire chacun de notre côté si on pouvait justement faire coïncider nos deux anniversaires et souffler ensemble nos 10 bougies respectives. Voilà. Donc c'était un petit peu la genèse du projet. Ça a été une discussion qu'on a pu avoir. Ça remonte maintenant à 1 an, peut-être un petit peu plus d'un Ouais, an. un peu plus d'un an, je pense. Hein, ouais. Un peu plus d'un an, ouais. Ouais. Effectivement. Et alors Eminente qui était quand même alors je me souviens de la conversation plus ou moins, c'est-à-dire que faut dire ce qui est. On était quand même au départ un peu hésitant parce que il y avait un peu ce côté rhum cubain où qui n'est peut-être pas ou n'était pas très en vogue jusqu'à maintenant, enfin ne l'était plus du moins, il avait un peu perdu de son image, l'image du rhum cubain n'était plus la plus glorieuse qui soit. Eminente qui est une nouvelle marque, je veux dire Eminente fête maintenant c'est 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, donc plutôt nouveau sur le marché également, mais malgré ça on a quand même voulu tenter le truc justement en se disant tiens peut-être que c'est justement l'occasion de faire quelque chose. Géry, je sais pas comment toi tu vois ça. Non, moi, effectivement, j'en avais effectivement commencé à en parler avec Eminente, avec Briac, certaine, qui est le patron d'Eminente, si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, quand je t'en ai parlé à toi, Benoît, t'étais pas très chaud, et c'est là que tu m'as dit, mais Alexandre aussi a cette idée-là et propose de faire quelque chose ensemble. Et là, j'ai dit ok, au contraire. C'est une bonne idée, plutôt que de faire chacun de son côté. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Alexandre à une réunion au quartier général d'Eminente, cette première réunion, où ils avaient du mal à comprendre un peu comment dirais-je, l'objectif qu'on avait chacun et ce qu'on pouvait leur apporter. Et parce qu'ils avaient une stratégie plutôt en distribution, en fait, même si c'est une maison de luxe. Et on a eu du mal, on a vraiment travaillé avec Alexandre pendant cette réunion pour leur faire comprendre l'intérêt de cette cuvée, en fait. Je ne sais pas si Alexandre est... Absolument, et malgré ça, ouais, tout à fait. Et en plus, on avait aussi cet a priori, et finalement, je pense que nombreux ont cet a priori des rhums cubains, qui consiste à avoir quelque chose qui est assez rond, qui est bas en alcool, qui est un distillat plutôt opaque sur son vieillissement.
et puis quelque chose qui est assez léger avec peu de persistance. Voilà, très orienté cocktail, éventuellement, etc. C'est ça, complètement. Et on est aussi arrivé. Oui, alors que nous, justement, ce qui nous intéressait, c'est que Eminente avait quand même changé la donne au niveau des rhums cubains, et c'est ce qui fait que ça plaisait à beaucoup de consommateurs en France. C'est parce que eux, ils avaient quand même innové, hein, puisque dans leur assemblage, la part d'aguardiente, hein, je pense qu'il faut rappeler aux auditeurs. Vas-y. Alors, à Cuba, ils font 2 distillations, c'est de la mélasse, de la très bonne mélasse, très sucrée. Hein, moi, j'ai trouvé très proche du sirop de batterie. Hein. Et donc, ils distillent 2 fois. Ils distillent à très haut degré, à peu près à 90 degrés, ce qu'ils appellent les rhums légers. Ils vont distiller à 65 degrés, ce qu'ils appellent l'aguardiente. Ils font un assemblage de ces 2 distillats. En général, c'est 70% de rhum léger, 30% d'aguardiente, et ils mettent ça à vieillir, et c'est une fois vieilli qu'ils vont l'appeler rhum, en fait. Hein. Et Eminente a fait l'inverse, c'est-à-dire que dans leur assemblage, ils avaient mis 70% d'aguardiente et 30% de rhum léger. Et c'est ce qui nous a plu et qui nous a donné un peu cette idée de faire une cuvée avec eux, mais en changeant encore la donne. En poussant le vice encore plus loin, en fait. En poussant, voilà, la bouche un peu plus loin. Exactement, en repoussant un peu les limites. Et ça, ils avaient du mal à le comprendre, effectivement, non seulement au niveau du staff parisien, mais je pense que même à Cuba. Sur place, ça doit être compliqué, ouais. Même au départ, César Marty, il n'était pas très très chaud, et bon, c'est venu petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est, on voit ça aussi aux Antilles. Alors un peu moins maintenant parce que les maîtres de chai commencent un peu à bouger un peu partout. Mais au départ, quand tu as des équipes de distillation dans une distillerie qui n'ont pas forcément accès au client final ou à certains marchés et qui sont enfermés sur leur île dans leur distillerie et ne connaissent rien d'autre, parfois quand tu viens avec des concepts un peu novateurs, des trucs un peu différents, au départ ils comprennent pas. Tu te dis mais pourquoi ce que je fais c'est pas assez bon, enfin voilà, ça ne se boit pas à si haut degré, enfin voilà, il y a tellement de choses qui reviennent. C'est des choses qu'on a pu entendre aux Antilles il y a quelques années quand on leur parlait de brut de fût. C'est seulement plus tard que ça a pris D'ailleurs, ils ont commencé à accepter ça. Ouais, il y a une anecdote qui est assez parlante, c'est que quand nous y étions, ils voulaient nous faire goûter, ils nous ont présenté la cuvée à 75 degrés, et au moment où on allait le goûter, ils nous disent non, il faut ajouter de l'eau. Ah oui. Alors, on s'est regardés tous les 4 avec Flo. Alors qu'on avait qu'une seule envie, c'était justement de goûter la guardiente telle quelle, et donc c'est pour le coup à 75 degrés, c'est un brut de colonne. Alors justement, Alex, c'était quoi donc on connaît plus ou moins la recette du Eminente Reserva, donc qui est leur produit phare. Quand on a eu finalement ce rendez-vous avec eux, le cahier des charges que nous on a mis en place, qu'on a souhaité avoir pour l'anniversaire, c'était quoi le but? Comment ça s'est fait? Alors c'était finalement l'Eminente Reserva, mais poussé un petit peu plus, à savoir un 100% aguardiente, donc plutôt de cette part de 70 et 30% de rhum léger, c'était 100% de rhum, on va dire plutôt lourd, plutôt très aromatique, un degré un peu plus haut, pour ne pas dire très haut, ou du moins qui exprime toute la richesse du rhum Eminente. C'est beau. Oui, ça te plaît? C'est beau ce que tu dis. C'était le cahier des charges, et surtout quelque chose qui exprime le terroir cubain, mais peut-être qui va un peu plus loin, avec une persistance en bouche peut-être plus accrue, tout en même temps que ça soit aussi quelque chose qui soit accessible, abordable, accessible gustativement, abordable au niveau du tarif. Donc ça, c'était aussi dans le cahier des charges. Qui garde l'ADN des Eminente malgré tout. C'est ce qu'on leur avait dit. C'est vrai. Et également que ça puisse accompagner un cigare.
C'est quand même un atout non négligeable pour un rhum cubain. Exactement. Alors, il y a eu des remarques par rapport à ça, c'est-à-dire que là, bon, la version finale qui a été choisie sort donc à 55 degrés. C'est une première, quelque part, j'ai envie de dire, du moins en ce qui. Alors, je sais, il y a des aficionados, des geeks, qui vont nous dire que non, il y a déjà eu des rhums cubains chez des embouteilleurs indépendants qui ont été embouteillés à des hauts degrés. Certes, mais il faut quand même préciser que là, c'est la première fois qu'un rhum à haut degré, à plus de 50 degrés, est embouteillé sur place, tout en respectant la DOP cubaine. Oui, tout à fait, parce qu'on est à 55 degrés et quelques. Et en plus de ça, on est sur un rhum 100% cubain. Donc le maître rhummier César Martí est bien cubain et fait partie des 7 maîtres rhummiers de Cuba. Et pour le coup, pour la petite anecdote, c'est le plus jeune. D'ailleurs, on l'a rencontré, on a eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises lors de notre séjour. Et pour le coup, voilà. Et pour le coup, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la DOP cubaine, un rhum est censé être embouteillé entre 37,5 et 41 degrés. D'accord? Donc, ils ne sont pas censés produire des rhums plus hauts que 41 degrés, sauf, alors il y a un fameux article qui est dit, sauf que, c'est ça, sauf qu'il y a un article qui leur permet effectivement, à condition que le client soit d'accord. Ah! Oui. Voilà. Et vous étiez d'accord finalement. Et d'ici, exactement. Et d'ici là, il y a eu deux exceptions à ça. Il y a eu la première exception d'Havana Club avec le Seleção de Maestros, qui sera à 45 degrés. Voilà, c'est ça. Et maintenant, la première fois qu'un produit est embouteillé à Cuba, en respectant toute la DOP, à plus de 50 degrés, et même à 55 pour le coup, ça sera cette cuvée-là. Donc on est vraiment sur une première à ce niveau-là. Et une première aussi au niveau historique parce que c'est la première fois qu'un rhum est embouteillé avec 100% d'aguardiente. Généralement, c'est toujours un blend entre aguardiente et rhum léger. Et là, on a vraiment laissé le côté léger complètement de côté pour avoir un côté très concentré et beaucoup plus complexe quelque part. Ouais, on peut parler d'une petite révolution à Cuba. C'est ça. Après, il y a deux jeux de mots à placer dans cette émission. Il y a 2 jeux de mots à placer dans cette émission. La révolution, ça c'est fait. Il y en a un deuxième. Celui qui me place le deuxième, je lui paye une bouffe. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'étaient vraiment pas habitués et que finalement, après coup, en dégustant à l'aveugle, ils ont trouvé que c'était ce qui leur plaisait le plus, c'était celui-là, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et alors, pour le coup, on en avait parlé lors de la visite du chai. Et de la dégustation, on en avait parlé à César et on lui a même demandé ce que lui pensait justement du fait qu'on lui demande quelque chose comme ça qu'il n'a pas l'habitude de faire et de ce qu'il pensait du concept de manière générale puisque c'est pas quelque chose que lui travaillait généralement et sa réponse était effectivement que ça ouvrait des portes à lui et probablement également aux autres maîtres rhummiers et par effet domino également pour les autres marques, ça allait ouvrir des portes pour l'avenir pour les rhums cubains de manière générale. Si désormais vous pouvez arrêter de dire maître rhummier et le dire en espagnol, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, Maestro Ronero. Merci. Ouais, c'est vraiment gracias, muchas gracias. De nada. Merci Laurent. C'est quand même plus beau en espagnol. Attends. Voilà. Alors, Alexandre, il y a eu un voyage dans tout ça qui s'est fait. Je pense que très peu de gens l'ont raté pour le coup, qui a été très médiatisé au sein de la communauté. On a été à Cuba, d'accord ? C'est vrai. Oui. Nous avons des photos d'ailleurs. Et Laurent n'était pas invité. Et Laurent n'était pas invité. On peut pas être invité partout, hein. Pendant ce voyage, alors même de manière générale, pas forcément en rapport avec le rhum, mais de manière générale, qu'est-ce qui t'a marqué ? Parce qu'il me semble que c'était ta première fois à Cuba. Hein. Oui, tout à fait. Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est surtout le nombre de daiquiris. Je pense qu'on en est à un peu plus d'une centaine. Par personne ? Oui, par personne. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué. Moi, je m'attendais à. On boit des daiquiris. Ben voilà. C'est vrai. Et pas que. On a vu beaucoup de choses.
On a goûté à toutes les spécialités locales. C'était la deuxième chose à placer, je crois. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce qui m'a le plus... Beaucoup de miel. Encore raté. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Moi, je pensais qu'on allait atterrir dans un pays assez fermé. Et pour le coup, c'était, il n'y avait pas de tabou, aussi bien dans les chais, en discussion avec l'équipe Eminente sur place. Alors, dans les chais, je te coupe. Dans les chais, on a quand même eu un certain nombre de demandes à faire pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où demain un auditeur va à Cuba et il peut aller le visiter comme ça, de la même manière qu'il peut le faire ailleurs. Je veux dire, c'est pas ouvert aux touristes. Oui, on avait un visa qui allait dans ce sens-là, de façon aussi, parce que les chais appartiennent évidemment à l'État, donc on avait aussi un visa qui allait dans ce sens-là pour pouvoir visiter, interagir, pouvoir goûter, etc. Donc oui, tout à fait. Mais l'accessibilité, la liberté en fait, et puis surtout l'accueil qui était formidable à Cuba, je pense que on l'a tous ressenti et pour le coup c'était assez formidable. On avait un petit a priori, je pense, comme on pourrait l'avoir avec les Roms cubains. Sur le pays et pour le coup on a été très agréablement surpris. Jerry, tu partages cet avis? Oui, très, très bel accueil et effectivement très ouvert avec nos interlocuteurs en tout cas. Et puis c'est vrai qu'on a eu accès à des lieux qui effectivement en tant que touriste on n'aurait pas pu y aller. Il y a les chais, on a visité des fermes. On a même eu le bonheur de déjeuner dans une ferme avec les produits de la ferme, des choses comme ça, grâce aux gens d'Eminente qui nous y ont invités. Et ça, c'est vrai que c'était un aspect très, très, très positif. C'est des souvenirs qu'on va garder. Moi, ce qui m'a marqué aussi, à l'inverse, c'est l'état de la Havane, qui était un peu... Imaginer à quel point ça devait être une très belle ville et qui est dans un état de délabrement, effectivement, qui peut mettre mal à l'aise à certains moments. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Voilà. À partir de cet instant, Jerry n'a plus accès à Cuba. Voilà, ça c'est fait. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'était assez délabré. On sentait aussi qu'il y avait une petite disproportion entre finalement nous touristes qui arrivons d'Europe et la vie sur place qui est un petit peu difficile, qui est même particulièrement, je pense, difficile où c'est des choses qui qu'on connaît pas, qu'on n'a pas connu, mais effectivement, et sur l'urbanisme qui est magnifique, on a des immeubles qui sont proches de l'effondrement. Et pour la petite particularité, j'ai lu il y a pas longtemps que justement il y avait un programme cubain qui consistait justement à remettre d'aplomb tous ces immeubles qui sont magnifiques. C'est véritablement une ville instagrammable, c'est fabuleux. Mais c'est vrai que pour le coup, ça te fait rire, ça. Bah ouais. C'est une sacrée Instagrammeuse, toi, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est quand il y a du Wi-Fi, oui. C'est une sorte c'est une sorte de musée à ciel ouvert, si on veut, quelque part. On peut imaginer que c'était florissant, c'était fabuleux. Toutes ces voitures anciennes qui arborent les rues, qui sont finalement pas que des pièces de musée qui sont là juste pour stationner, pour prendre des photos, mais qui fonctionnent toujours, plus ou moins avec des pièces d'origine. Mais non, c'est là pour le coup, on a été en immersion totale à Cuba en une semaine, mais c'est aussi parce qu'on a été accueillis par des Cubains qui nous ont fait découvrir des endroits qu'on n'aurait jamais pu accéder, nous, avec notre sac à dos. Ouais, tout à fait. C'est ça. Pendant notre séjour là-bas, par hasard, alors vraiment par le pur des hasards, du moins de notre côté, il y a eu un autre événement sur place qui s'est déroulé, à savoir le 23e Festival del Habano, chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas, qui est un peu l'équivalent du Romfest, mais pour les cigares.
Voilà. Et donc avoir cet événement-là à la Havane, c'était très très bien, bien évidemment. D'autant plus que tous les quatre, nous sommes amateurs de cigares. Mais en plus de ça, on y a été conviés pour une dégustation un peu particulière. Alexandre. Oui, effectivement, voilà. On a été conviés pour une dégustation particulière. Merci de me donner la parole sur le festival des cigares. C'est vrai que c'est entièrement ma partie. Non, mais je pense plus par rapport à la présentation. C'est-à-dire que c'était la première fois que Eminente, la marque Eminente, était présentée à Cuba, à l'industrie du cigare, à l'occasion d'une dégustation pendant ce festival. Et donc, cette dégustation s'est quand même passée dans une salle immense, qui était d'ailleurs la salle où... le Palais des Congrès, l'équivalent du Palais des Congrès. Une sorte de Palais des Congrès où Fidel Castro faisait ses discours, etc. Et donc, ce qu'il faut s'imaginer quand même, c'était quand même assez hallucinant. Donc, il y avait sur scène César Martí, donc le maestro ronero d'Eminente. Voilà. Le premier maestro. Et qui présentait donc les deux références d'Eminente, donc le Claro et le Reserva. En parallèle, il y avait le Maestro de Maestros en termes de sommelier cigare qui était là pour faire un pairing avec un Partagas D4 pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en parallèle, tout le monde dans la salle, donc on parle quand même d'une salle d'environ 500 personnes, allait faire ce pairing, cette dégustation avec eux. Donc il y avait un cigare pour tout le monde et 2 verres de rhum pour tout le monde pendant 1 heure. Donc il faut s'imaginer le truc. 500 personnes qui allument un cigare simultanément dans un grand palais, dans une grande salle comme ça, c'était un grand moment. L'aération était bonne? Alors c'était moi mon premier souci au départ. Ouais. J'ai dit mais l'aération ça va jamais fonctionner. La réponse de notre guide sur place, représentant d'Eminente, Raoul, était « Ne t'inquiète pas ». Voilà. C'était sa réponse. Du coup, je me suis pas inquiété. Et effectivement, tout s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu un seul moment où il s'est senti enfumé ou quoi que ce soit. Non, et en plus, la combustion était merveilleuse. Pour le coup, nous avons eu l'honneur d'être au premier rang, donc on n'avait pas la fumée des autres. Ça m'étonnerait pas qu'on soit passé à la télé ou un truc comme ça à un moment donné. Oh, les VIP. Les VIP. Les VIP à fond, là. Surtout dans le milieu surtout dans le milieu du cigare, personne ne nous connaît, donc tout le monde a juste demandé c'est qui eux. Non, alors moi je fume pas le cigare, du coup je suis pas jaloux. C'est pas grave. Oui, mais il y avait du rhum. Il y avait du rhum. Ouais. Alors, pour revenir à la. Attends. Vas-y. Ouais, parce que j'ai quelques questions, parce que j'étais pas là. Ah bah il me semblait bien. Bah ouais. Je sais plus lequel d'entre vous disait que voilà, l'image qu'on a un peu des rhums cubains, c'est des trucs potentiellement un peu édulcorés, parce que je crois que justement dans les règles du DOP, il y a pas de mention de sucre vraiment, donc ça peut être édulcoré. Si. Alors si, jusqu'à 20 grammes, comme l'Union européenne. Voilà. Okay. C'est jusqu'à 20 grammes, voilà. Cool. Mais c'est surtout pour moi ce qui fait que je suis pas toujours attiré par les rhums cubains, c'est justement ce côté rhum très très léger, distillé très très haut. Et donc c'est surtout ça, moi en tout cas, qui me titille un peu sur ce que vous avez fait, enfin ce sur quoi vous avez collaboré, c'est-à-dire que justement on s'éloigne de ces rhums distillés à plus de 90 voire plus de 95 pour aller uniquement vers la portion distillée dans les 75%, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et justement à ce sujet-là, vous qui avez goûté quand les gens qui vous l'ont présenté avaient un peu peur en disant oh là c'est 75, faut mettre de la flotte, et que vous avez goûté donc le brut de Colonne, qui était un brut de Colonne blanc ou qui était déjà vieilli du coup? Ce qu'on a goûté? Ouais, c'était le blanc. Et ça se rapprochait. On a eu les deux. On a eu les deux. On a eu les deux. On a eu une version vieillie et une version blanche. Ouais. Mais du coup, est-ce que la blanche, donc mélasse, distillée à 75, est-ce que ça se rapprochait de quelque chose qu'on connaît? Est-ce que c'était assez éloigné de toutes les autres références qu'on peut avoir en termes de rhum blanc de mélasse? C'est-à-dire que les rhums blancs de mélasse qu'on goûte ici, en général, ils sont réduits. À part certains Jamaïcains, mais bon, là, c'est quand même une typicité différente à comparer. Ouais. Donc, c'est difficilement... Je pense surtout... Je pense pas que ce soit comparable. Je pense pas que ce soit comparable avec quelque chose je pense pas qu'on ait quelque chose de similaire de disponible ici.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'habituellement, si on a de la mélasse blanche à haut degré, ça va être sur des plutôt anglais, enfin plutôt voilà jamaïcains comme disait Jerry, ou alors des diamonds qui vont être aussi assez exubérants, enfin des Guyana quoi. C'est donc, ça. ok, là on est sur autre chose quoi. Et tout le reste, soit c'est extrêmement réduit, soit ce sont de faux blancs. Ouais, voilà, c'est des blanchis vieillis puis reblanchis. Des 3 ans. Voilà, c'est ça. Donc on était vraiment sur autre chose, ouais. Ok. Je garde mes autres questions pour la suite. Je vous laisse papoter. Ouais. Donc je voulais revenir tout simplement à cette fameuse cuvée. Alors il y a une question très importante qu'on nous a pas mal posée sur les réseaux sociaux depuis le début du teasing. Combien de bouteilles est-ce qu'il y aura, Alexandre? Et je pense que tu es bien placé pour répondre à cette question. Alors, il y en a un certain nombre, moins la consommation qu'on a pu faire sur place, à même le tonneau, il y en a beaucoup moins maintenant, donc ça on s'en excuse. Au final, on est sur un nombre de 660 bouteilles. Donc, on est sur 2 batchs, on en reviendra tout de suite après, pourquoi 2 batchs, de 330 bouteilles chacune. Et là-dessus, on a 189 bouteilles dédiées à la vente. Voilà. Et le reste, c'est notre consommation personnelle de Cuba. Ouais, pendant une semaine. On a fait quelques. Je sais pas si ça va suffire. Trop tard. Ah voilà, c'est ça. Ok. Là, c'est pas pour les visiteurs du Bordeaux Rhum Festival. Si effectivement, on a gardé quand même 2 bouteilles pour les visiteurs du Bordeaux Rhum Festival, de façon à ne pas les décevoir. Effectivement, oui, non, il y a quand même quelques bouteilles à Bordeaux, et c'est d'ailleurs à Bordeaux qu'on pourra le déguster pour la première fois. C'est d'ailleurs le coup d'envoi pour la mise en vente. Ça sera à l'ouverture du salon. Voilà. Alors pourquoi 2 batchs 2 batchs parce qu'on est sur un assemblage finalement de 2 fûts. Donc on est en fût d'ex whisky. Alors ex whisky, il faut entendre ex fût de Bourbon. Donc ça a fait pas mal réfléchir. Oui, tout à fait. Ça fait pas mal. On va peut-être amener une précision par rapport à ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas, pour qui ça ne sera pas clair. Okay. De par l'embargo, Cuba ne peut pas importer directement des fûts de Bourbon à Cuba, des États-Unis. Et donc, ces fûts de Bourbon sont tout d'abord vendus aux producteurs de whisky en Angleterre et en Irlande, et ensuite revendus aux Cubains à partir de Grande-Bretagne. Sans qu'ils soient re-remplis entre-temps. Ah bah, ils sont remplis avec du whisky, du coup. Alors attends, Bourbon. Des fûts ex-Bourbon qui ont servi à faire vieillir des whisky et qui repartent. D'accord. Et une fois terminés avec le whisky, ils sont ensuite envoyés à Cuba. Ok. On sait quel whisky à titre. Non. Ok. Enfin, nous n'avons pas l'information. Ok. Cela dit, on est sur des très vieux fûts whisky Bourbon de plus de 20 ans. Donc pour le coup ils ont plutôt donné et mon petit doigt me dit que on n'est pas sur du whisky tourbé pour le coup, puisque ça se sentirait un petit peu, et je pense que c'était la crainte de quelques personnes qui ont pu réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur la publication qu'a pu faire Rum Porter. Voilà. D'accord. Très bien. Et on précise quand même du coup que comme c'est un produit pour les 10 ans de la confrérie, mais aussi d'Excellence Rhum, le produit est exclusivement disponible chez Excellence Rhum, bien évidemment. Précisons-le. Yes, absolument. Et alors, très très jolie précision. 660 bouteilles, 188 ou un truc comme ça par batch, ça en laisse quand même. Un certain nombre, je suis pas très bon en maths, mais plus de 150 en gros. Quid? Notre consommation à Cuba. Non, ça va, tu pourras pas la sortir 2 fois celle-là. Monsieur Bedet, arrêtez. C'est quoi? C'est réservé. C'est réservé sur place, peut-être, à Cuba. Non, c'est gardé par les équipes d'Eminente et de VDC. D'accord. Ah ben voilà.
qui ont tenu à garder une partie du stock pour eux, pour promotion, archives personnelles, cadeaux en interne, etc. Voilà. D'accord. Voilà. Et en parallèle, il y a aussi la Casa Eminente à Paris, qui est un restaurant, un bar, un showroom, on va dire presque une reproduction des déchets d'une casa authentique. Donc j'imagine qu'il y aura aussi quelques bouteilles qui seront à la dégustation, qui seront présentes à la casa. Ouais. Voilà. Très bien. Des 2 batchs, voilà. Millésime 2012, logique, j'ai envie de dire, quelque part, puisqu'on est sur un rhum de 10 ans, et que nous fêtons nos 10 ans. 10 ans. Très bien, voilà, merci, je vois que tout le monde suit. Donc lui, effectivement, ça aussi, je pense que alors je me souviens plus si ça faisait partie du cahier des charges ou pas, de vouloir un rhum de 10 ans, je ne pense pas, mais finalement, ça s'est fait et c'était colle plutôt bien. Ça collait plutôt bien. Alors, c'était pas voulu au départ, mais ça collait plutôt bien. Est-ce que vous savez... Pour l'histoire, c'est un 10 ans et quelques. On a 10 ans révolus. Oui, presque 11 ans. Voilà. Mais en tout cas, voilà. On n'en fait pas part sur l'étiquette. Les 11 ans ne sont pas non plus révolus. Il faut préciser aussi qu'Eminente va sortir un 10 ans, mais réduit, qui est complètement différent. Alors du coup, ça rejoint ma question qui était, est-ce que vous connaissez l'âge du Eminente Reserva? Je ne l'ai pas en tête. 7 ans. 7? C'est 7 ans. C'est 7 ans, ouais, effectivement. Effectivement. Oui, et donc pareil, la DOP exige à ce que ce soit l'âge minimum d'un assemblage qui soit indiqué sur l'étiquette, donc forcément on reste à 10 ans pour le coup. Tout à fait. Et donc c'est l'assemblage aussi de 2 fûts. Donc 2 fûts ex-whisky / bourbon, donc qui ont été enfutés en 2012, les deux. L'un avec de l'aguardiente, donc brut de Cologne, je le répète, à 75 degrés, et placé tout en haut du chai. A contrario, on a un autre fût qui, lui, pour le coup, a été réduit en amont. Donc toujours cette aguardiente à 75, mais réduit avant entonnage. Et lui a par contre vieilli au pied du chai. Donc on sait que les variations de température font aussi leur effet sur le vieillissement. Voilà, c'était assez singulier de le rappeler pour le coup, puisque on est quand même sur 2 distillats identiques au début, l'un réduit, l'autre laissé brut de Cologne, enfuté directement, l'un placé en haut, l'un placé au pied du chai. Du coup, et les 2 sont assemblés par César. Du coup, les 2 batchs sont vraiment identiques. Les deux batchs sont très proches pour le coup. Okay. Mais sont bien distingués sur la contre-étiquette. Donc chaque bouteille est numérotée de 1 à 330 et le batch est également notifié sur la contre-étiquette. Ok, mais on est d'accord que les 2 batchs sont issus de l'assemblage des 2 mêmes fûts. Oui. Ok. Est-ce qu'on a une idée du prix? On a une idée du prix. On est à 110 €. Bouteille 70 centilitres? Oui, 70 centilitres. La même bouteille Eminente Reserva, enfin celle qui peau de crocodile. Ouais. Exactement. 70 centilitres, c'est correct. Exactement. Laurent, tu avais d'autres questions par rapport à ça? Ouais, à un moment, c'était Benoît, je crois, tu mentionnais que certains geeks pourraient mentionner le fait que certains rhums cubains ont déjà été embouteillés à haut degré, tout ça. Oui. Mais tu mettais le doigt sur quelques différences avec celui-là. Et puis, en effet, comme tu l'as sous-entendu, une grosse différence, c'est que là, le vieillissement est 100% sur place, quoi. 100% tropical, ouais. Cubain, tropical. Donc ça, c'est une vraie différence plutôt que d'avoir passé du temps vers chez nous. Et puis petite précision quand même, c'est que je pense que j'étais pas le seul. Et puis je sais plus dans quelle émission on en avait parlé. C'était peut-être sur l'émission AOC qu'on n'a pas fait il y a tellement de temps, où on abordait les autres IG, DOP, etc. Et c'est vrai que moi,
j'avais eu cette impression en regardant un peu, en étudiant le rhum cubain, que il fallait nécessairement qu'il y ait un assemblage entre rhum léger et aguardiente. Quitte à ce que ce soit 0,1% de l'un ou de l'autre, mais en fait, j'ai relu le truc et puis comme je sais plus si c'était Jerry ou toi, Benoît, qui me l'avait dit, c'est ça. Il y a pas. Il faut juste un assemblage, mais pas forcément des deux types de rhum différents. Ça peut être deux aguardientes différentes, chose qu'on a dans ce cas-ci. C'est pour ça que ce sont deux fûts qui sont assemblés pour avoir cet assemblage, mais rien n'oblige à assembler forcément avec une partie de rhum léger. C'est ça. Voilà, c'est l'assemblage qui est obligatoire, mais pas forcément. Alors, d'office, les gens auront tendance à dire oui, dans ce cas-là, on prend une aguardiente et un rhum léger et on les assemble, alors que non. C'est une interprétation. De la même manière qu'on pourrait assembler, je suppose, deux types de rhum léger. Et c'est d'ailleurs la prochaine cuvée que vous sortirez, les gars, et ça fait envie aussi. Une cuvée spéciale pour les 20 ans. C'est ça. Pour les 20 ans. Voilà. Okay. Mais oui, effectivement, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Cool. Après, c'est une DOP assez intéressante, d'ailleurs, qui vient d'être ajoutée au patrimoine immatériel de l'UNESCO récemment, et dans laquelle on retrouve quand même, pour ceux que ça intéresse, pas mal d'informations en termes Alors, c'est très très différent de ce qu'on peut retrouver dans certaines AOC françaises ou martiniquaises, même pour être plus précise. Sur certains détails, on va être très très pointu. Sur d'autres détails, on va être beaucoup plus laxiste. Après, il y a des trucs qui sont assez lunaires. Je prends un fun fact que j'ai ressorti récemment d'ailleurs, mais que j'aime toujours bien ressortir parce que je trouve ça juste hallucinant. C'est que leur DOP te dit que les jours où il fait 15 degrés ou moins en termes de température, ces jours-là doivent être déduits du vieillissement. Voilà. Pas mal. Donc ces jours-là ne comptent pas dans le vieillissement. Donc si tu veux faire un 20 ans et que pendant 20 ans il y a eu 3 semaines où il faisait 15 degrés au moins, t'es obligé d'attendre 3 semaines de plus. Alors j'ai une question, est-ce qu'il compte la nuit ? Je suppose. Je suppose. Moi j'ai une autre question, c'est quand est-ce qu'il fait 15 degrés au moins à Cuba ? Ça peut arriver, mais ça doit être très rare. Ça doit être très très rare par contre, je pense. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un au moment de la rédaction de cette DOP qui s'est vraiment cassé la tête là-dessus et qui s'est dit non mais c'est inadmissible. De la même manière, quand il fait plus de 80 degrés Celsius, ça compte pas non plus. Donc, voilà, c'est un peu dans le même délire. Comme ça, on est sûr. Voilà. Ce qu'on peut préciser peut-être aussi, c'est justement d'où vient, parce qu'on aura appris nous-mêmes. Alors je pense que moi, en tout cas, pour ma part, je sais pas pour vous les gars, mais moi, pour ma part, j'ai quand même appris pas mal de choses sur les rhums cubains pendant ce séjour et même encore après. Et notamment le fait que les rhums cubains sont divisés en 3 zones assez distinctes. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les rhums qu'ils appellent de l'Occident, de l'autre côté ceux du centre, et puis ceux du centre, et ensuite ceux de l'Orient. Donc Occident, on va avoir les rhums produits à la Havane, donc Havana Club, etc. Ensuite, on va avoir ceux du centre, donc faits à Santa Clara, qui seront donc Cubaï et Eminente pour le coup. Et puis on aura tous ceux d'Orient qui seront eux produits à Santiago de Cuba, qui seront donc Santiago de Cuba comme marque, mais également beaucoup d'autres marques derrière. Donc voilà, donc ça déjà avec chacun leur profil quand même respectif. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est oui, si on a l'État à qui appartient tout ça, on a un interlocuteur, pourquoi avoir autant de marques et autant d'étapes intermédiaires, etc. Et là aussi, on a appris en posant la question que tout simplement, c'était des marques qui existaient déjà bien avant la Révolution et dont on a voulu garder le profil par après. Le profil et la marque et l'identité qui allaient avec par rapport à une certaine région. Et donc, ils ont tout simplement gardé ça. Alexandre, je sentais que tu voulais dire quelque chose. Oui, c'est vrai, j'avais très envie, mais là, je viens de complètement oublier ce que je voulais me dire. Comme non, pas du tout. On a 3 distilleries quand même, donc voilà, il n'y a pas autant de distilleries sont. Bon, voilà. Continue, exactement. Alexandre, je t'écoute. Je bois tes paroles. C'est tout. Oh. Comme le lait de Benoît. Ce n'est pas du lait, c'est de l'eau. Ah mince. C'est de l'ultra. Déçu.
Moi aussi. Non, on a 3 distilleries finalement, 3 distilleries d'État qui sont finalement dans 3 régions différentes. Donc c'est aussi pour ça que on a 3 types de rhum. Voilà. Ben voilà, messieurs. Hein. Je pense qu'on a déjà fait le tour. Ça a été assez rapide finalement. Je sais pas si est-ce que vous avez des choses à ajouter peut-être. En dehors du fait qu'on peut bien évidemment retrouver cette cuvée à partir du 10 juin prochain au Bordeaux Rhum Festival et chez Excellence Rhum. Du coup, c'est la même date pour comme le début de la mise en vente sur le site ou en boutique, j'imagine, c'est le 10 juin aussi, c'est ça? C'est le 10. Oui. La première vente, c'est 10 ans. Donc on a choisi le 10 juin. Ah bah, vous auriez dû prendre le 10 octobre, 10-10, hein, c'est nul. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et pour ceux qui viennent au Bordeaux Rhum Festival, il y a une surprise le 11 à l'ouverture du salon. Ouais, je pense que Benoît et Jerry ne sont pas au courant. D'où leur tête. Regardez bien leur tête. Ouais, effectivement. Laurent, j'espère t'y retrouver au Bordeaux. Bah, espère. Bah, j'espère. Il est jamais venu. Merci Laurent. Plaisir. Très bien. En tout cas, Alexandre, merci d'avoir participé à cette émission pour nous donner pas mal d'infos finalement qui nous ont peut-être manqué sur ce séjour à Cuba et sur cette nouvelle cuvée Eminente en partenariat avec la Confrérie du Rhum et Excellence Rhum à l'occasion des 10 ans des 2 entités qui sera donc à découvrir au Bordeaux Rhum Festival et chez Excellence Rhum à partir du 10 juin. Merci d'avoir été parmi nous. Et puis, messieurs, je vous dis merci également. Et puis, merci aux auditeurs qui nous suivent toujours, que ce soit en courant ou pas. Merci, Benoît. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre sujet palpitant avec peut-être un autre invité. Tiens, on verra. Ce n'est pas encore confirmé. On verra. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En vous souhaitant une bonne soirée, une agréable journée. Et à bientôt. Et à bientôt. Merci à tous. Single Cast vous a été présenté par la Route des Rhums, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïnou.